Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Journaliste spécialisé des algues vertes. Dessinateur, illustrateur. Bonjour Inès Léraud et Pierre Vanove. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler notamment de ce livre qui vient de sortir chez Delcourt, L'histoire enfouie du remembrement. Après le scandale des algues vertes qui avait fait un grand succès de librairie il y a quelques années maintenant. Pour résumer les choses, qui se lance sur ce livre, sur ce grand remembrement ? Moi, je me suis installée en Bretagne pour enquêter sur les algues vertes. Et c'est là-bas que j'ai entendu ce terme de remembrement d'une autre façon que celle dont j'avais entendu parler jusque-là. Puisque je croyais que c'était juste une opération technique dans les campagnes d'aménagement du territoire. Et en fait, j'ai découvert à quel point ça avait été violent pour les populations locales. Ça m'a donné envie d'enquêter sur cet angle mort, surtout qu'en fait, il y avait pas de livre de sciences humaines qui traitait de cette question et que le remembrement, ça avait quand même été un grand bouleversement du paysage, un grand bouleversement écologique aussi et un grand bouleversement de l'agriculture. C'est ce qui a permis d'installer l'agriculture intensive dans les campagnes et c'est ce qui a conduit aux algues vertes. Donc en fait, c'était une façon d'enquêter sur l'origine des algues vertes. Le remembrement, c'est une opération foncière qui consiste à agrandir les parcelles, arracher les arbres, les haies, et même rectifier des cours d'eau en méandre pour gagner en surface cultivable, pour gagner en espace, pour pouvoir mécaniser l'agriculture et travailler avec des tracteurs, des moissonneuses-batteuses. Et je me suis dit qu'en BD, ça pouvait être... je voyais pas comment traiter ce sujet autrement qu'en BD parce qu'il y avait vraiment un enjeu de reconstitution des paysages. C'est ça qui est intéressant, et peut-être Pierre, on voit aussi la place du média et du médium BD pour raconter ce type d'histoire-là. Ce qui est intéressant avec la bande dessinée, c'est que ça oblige à être très synthétique. Et puis il y a l'importance du dessin aussi. C'est-à-dire que un documentaire traditionnel en vidéo n'utilise qu'une seule forme d'image, l'image photographique. Tandis qu'avec le dessin, on peut passer d'un type de dessin à un autre, ce qui permet de mettre en relation le texte et l'image de manière peut-être plus souple. Ce qui est amusant aussi quand on lit, amusant, je ne sais pas si c'est le mot d'ailleurs, mais quand on lit la bande dessinée, c'est de se rendre compte que déjà à l'époque, l'argument principal employé, c'est celui de l'autosuffisance. C'est-à-dire c'est un argument, notamment en ce moment avec tous les débats sur le Mercosur, etc., qu'on entend encore beaucoup dans la bouche des politiques. Et déjà, il y a 60 ans ou 70 ans, on nous parlait d'autosuffisance. On a vraiment l'impression que c'est cet argument qui revient à chaque fois, en fait. C'est vraiment un leurre, en fait. C'est une espèce de retournement de la situation, puisque en réalité, la France avait l'autosuffisance alimentaire. Elle a même réussi à nourrir les troupes occupantes pendant la Seconde Guerre mondiale, en plus de sa population. 2 ans après la guerre, elle avait déjà restauré sa capacité de production d'avant-guerre. Donc c'est un peu un argument fallacieux. Et en 1949, on commençait déjà à entrer dans des crises de surproduction. L'idée, c'est vraiment, en fait, de livrer l'agriculture à l'industrie et d'exporter, en fait. C'est de produire bien au-delà de nos besoins pour pouvoir entrer dans le jeu du commerce international. Avec quand même une tonalité pétiniste bien présente, quoi. Oui, c'est assez surprenant, ça, dans l'histoire de l'agriculture, c'est qu'on a une vision du régime de Vichy comme un régime traditionnaliste avec un projet de retour à la terre, d'idéal paysan. Et en fait, on voit que c'est vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale que vont être forgées des lois importantes pour les modernisations agricoles, comme la loi sur le remembrement de 1941, et qui sont des lois très très autoritaires. On va pas du tout consulter les populations. Là encore, le livre s'ouvre sur le suicide d'un agriculteur. Ouais. Et puis en fait, aussi, au fur et à mesure de nos recherches, c'est vrai qu'on a découvert la figure d'une psychologue du travail qui enquêtait dans l'ouest de la France en zone agricole dans les années 60, Michel Salmona, et qui montre comment modernisation agricole vont aller de pair avec suicide, en fait. C'est vraiment à ce moment-là que le suicide va être particulièrement prégnant dans les catégories agricoles, enfin dans les catégories socio-professionnelles agricoles. Alors, il y a tout un tas d'exemples dans le livre. Évidemment, on ne va pas tout feuilleter. Et j'invite les auditeurs à aller l'écouter. Mais le premier exemple, c'est la commune de Fégréac, si je le prononce bien. Fégréac, on dit G. Avec le vicomte du Dredé, qui est une drôle de personnage, dont on disait pétiniste. Lui, il veut arracher les vergers de pommes à l'époque, enfin, comme son nom l'indique. Et on se rend compte que la population, au début, est un peu
comment dire, perdue. En tout cas, presque envie d'y croire, en fait. Même si on met un petit peu de temps à se rendre compte des conséquences que ça va avoir. C'est-à-dire qu'on fait confiance au pouvoir public, en l'occurrence. Puis en plus, ce remembrement, il est subventionné, il va pas coûter cher à la population. Et effectivement, je pense qu'il y avait des avantages incontestables dans le fait d'avoir des meilleurs chemins, des meilleures routes, des parcelles qui pouvaient être mécanisées. Il pouvait avoir certains bénéfices, mais il est allé beaucoup trop loin, en fait, ce remembrement. Vous connaissiez le sujet, Pierre, avant que Inès vous en parle ? De vagues souvenirs de lycée, où on aborde ça, mais très très vite, de manière très technique, sans analyser les répercussions sociales, environnementales. Beaucoup de personnes n'en ont même jamais entendu parler. Et quand on parle vous parlez des conséquences environnementales, mais on les a au quotidien, quand on parle des grandes inondations, etc. Le fait d'avoir démembré, d'avoir enlevé toutes les... d'avoir, Toutes les retenues d'eau ont été supprimées. Donc récemment à Valence, c'est aussi les conséquences de ce genre de choses. Oui. Et comment vous travaillez, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a un scénario qui est écrit, une enquête qui est menée. Ensuite, vous, quand vous cherchez de la documentation sur tout ça, est-ce que vous en cherchez, de la documentation visuelle ? Et est-ce qu'on en trouve facilement ? Puisque c'est vrai qu'on a l'impression que dans les livres, vous le traitez, d'ailleurs vous en parlez dans le livre, mais que dans les livres d'histoire, où c'est pas un sujet qui est très présent en fait. Non. La documentation que j'ai utilisée était celle que Inès et Léandre, qui est aussi intervenu, qui est un historien, et qui est intervenu sur le projet, m'ont donné. Qui nous sert un peu de guide dans le livre. Voilà, ouais, il apparaît en tant que personnage dans l'album. Donc Inès et Léandre m'ont fourni quand même une masse de photographies et de documentation que j'ai utilisée. Inès, l'enquête, elle commence comment là ? Est-ce que c'est vraiment comme dans le livre, où vous commencez à la rencontre, aller voir dans les villages, comme vous aviez fait finalement pour les algues vertes, pour voir comment ça s'est passé ? Oui, ça commence vraiment pendant plusieurs années. De temps en temps, j'enquête sur le remembrement depuis 2015-2016. Je sais que dans tel village, il y a quelqu'un qui a vécu une situation peut-être d'injustice. Et donc, je vais l'interviewer. Je suis même allée dans des EHPAD. Et ça commence comme ça. Et il va y avoir vraiment un tournant à partir du moment où je découvre qu'en fait, un historien, un thésard en histoire travaille lui aussi sur le remembrement et qu'on va prendre contact l'un avec l'autre et qu'il va m'emmener dans les archives départementales. Ça va être une deuxième partie du travail, d'aller dans les archives départementales de 4 ou 5 départements. Et là, de découvrir en fait l'ampleur des contestations, les difficultés qu'avaient les préfectures à l'époque pour gérer en fait toutes les résistances face au remembrement. Et puis en fait, il y a pas mal d'épisodes qui avaient complètement été oubliés par les habitants. Par exemple, j'allais dire l'incarcération, mais en fait l'hospitalisation forcée d'un opposant au remembrement dans un hôpital psychiatrique qui va être mis sous neuroleptique pendant 9 mois. Ça, c'est vraiment dans les archives qu'on le retrouve parce que les renseignements généraux, à l'époque, vont produire des notes pour la préfecture sur ce cas-là. Mais les habitants ne m'en avaient jamais parlé. Ce qui est fou aussi, c'est comment ça a divisé les campagnes. Parce qu'il y a évidemment ceux qui avaient accepté, alors pas pour leurs raisons, pour l'argent, pour des choses comme ça, qui sont une petite minorité, mais qui s'opposent à la majorité qui, elle, a décidé de lutter. Donc en plus de tout, ça crée des divisions terribles dans ces campagnes qui sont aussi des communautés, souvent. Exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment un moment de rupture, on pourrait dire anthropologique, le remembrement dans les campagnes. C'est pas seulement en fait une atteinte au paysage ou à la propriété privée des agriculteurs. On réduit à néant des modes de vie collectifs, des façons de vivre. Ce que le philosophe André Gortz appelle des mondes vécus, c'est-à-dire des façons de vivre où c'est un quotidien où on voit les conséquences de tous nos gestes et de tous nos choix. C'est une évidence quand elle vous a recontacté après les algues vertes de repartir avec elle. Comment ça s'est fait On n'a pas eu à se recontacter, c'était tacite. Non, il a fallu convaincre pendant de longs mois. Il voulait pas. C'est toujours quand on a fait un album réussi, c'est toujours un peu risqué de remettre une pièce dans la machine. En plus, plus sage de s'arrêter là et de faire autre chose. Mais c'est l'éditeur Vincent Bernière qui a réussi à convaincre Pierre. Est-ce que la démarche est un peu différente ? J'entends par là que sur les algues vertes, il y avait vraiment une nécessité, une volonté d'alerter. C'était un sujet à l'époque peu connu. Ça a été une des premières enquêtes qui a démontré la toxicité des algues vertes. Là, on peut dénoncer ce qui s'est passé à l'époque, mais évidemment, on ne changera pas l'histoire. C'est un projet différent, parce que le sujet n'est pas le même. C'est vrai que les algues vertes, c'est un sujet plus précis, plus circonscrit, tandis que là, c'est un sujet de fond. Je ne sais pas si ça a changé nos méthodes de travail, à part que pour les algues vertes, on a écrit le scénario tous les deux,
Parce qu'Inès, c'était la première fois qu'elle s'attaquait à un projet de bande dessinée, tandis que pour Champ de bataille, tu m'as donné un scénario très abouti. Tous les deux, on n'a pas eu le même travail à faire que pour les algues. Oui, Pierre, on n'a peut-être pas écrit tous les deux, mais Pierre intervenait beaucoup dans mes textes, il coupait beaucoup. Et pour les algues vertes, finalement, c'est devenu vraiment une enquête sur les algues vertes. Et moi, les algues vertes, ce qui m'intéressait, c'était parce que ce sujet, c'était une forme de porte d'entrée vers une sorte de décryptage du système agro-industriel français et en particulier breton. Et là, c'est la même chose, en fait. Le remembrement, c'est aussi une façon d'entrer dans ce que c'était qu'une société paysanne. Ce que ça veut dire, en fait, une société paysanne. On est un des rares pays d'Europe de l'Ouest à avoir regardé cette société paysanne encore très tardivement, jusqu'au milieu du XXe siècle. Et c'est hyper intéressant de voir comment elle fonctionnait en fait de façon non insérée dans l'économie capitaliste et comment elle a été détruite de façon intentionnelle et très rapide. Et quel traumatisme ça a laissé en fait chez nous et d'une manière inconsciente parce qu'on est beaucoup à venir des zones rurales mais on méconnaît complètement cette histoire. La bande dessinée, c'est devenu pour vous le médium évident pour faire ces enquêtes-là, parce qu'on se rappelle que les algues vertes, ça commençait aussi en documentaire sonore. En fait, moi, je suis vraiment une journaliste radio. C'est ce que j'aime faire. C'est vraiment mon artisanat. Mais en fait, les conditions de travail ne permettent plus de faire du documentaire sonore. Et c'est vrai que dans la bande dessinée, je retrouve les qualités que j'aimais dans le documentaire sonore, à savoir d'être un art ou une forme de journalisme très populaire, très accessible. La radio, c'est un journalisme oral avec y a beaucoup d'émotions qui passent par la voix, et la BD, c'est un journalisme en dessin avec beaucoup d'émotions qui passent par l'esthétique, par l'incarnation des personnages. Enfin, il faut mettre en image une somme d'informations et faire en sorte que l'album soit toujours un album de bande dessinée. Parce que souvent, le documentaire en BD est un peu... on n'a pas vraiment des fois l'impression de lire une bande dessinée, mais plutôt quelque chose d'illustratif. Mais justement, il ne faut pas qu'on puisse réduire la bande dessinée d'enquête à simplement son contenu. Enfin, c'est toute la difficulté de l'exercice, quoi. Donc il y a quelque chose de plus, il faut apporter quelque chose de plus par rapport au texte. Et ça, vous le travaillez comment ? Parce que j'allais dire, il y en a de plus en plus de BD du réel aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle la BD du réel. Comment vous faites en sorte effectivement de sortir de ces BD où je vais être un peu caricatural, mais on a un personnage qui parle et en fait on aurait juste la bande son, ça reviendra au même, quoi. Il faut... La difficulté, c'est et c'est ce qui est paradoxal, c'est que dans une BD de documentaire, on ne peut pas inventer, on ne peut pas imaginer, puisqu'il faut représenter ce qui s'est produit, ce qui a existé. Donc il faut retrouver l'imaginaire et l'invention d'une autre façon. Et c'est vrai que le dessin s'y prête en même temps. Et donc il faut utiliser les potentialités de la BD, qui est de pouvoir, par exemple, métaphoriser quelquefois le discours, et établir des tensions entre l'image et le texte, pour pas que l'image soit illustrative et redondante par rapport au texte. C'est là où il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a un ajout de sens supplémentaire par le dessin, qui réagit par rapport au texte. C'était plus facile sur celle-là que sur les algues vertes, dans le sens où on était dans l'histoire, donc on pouvait reconstituer des scènes historiques. Ça a été difficile pour celui-là, parfois. Il y a des passages, des fois, très abstraits, très techniques. Et là, il faut trouver des solutions pour mettre en image quelque chose qui est presque irreprésentable, quoi, qui se suffit à lui-même simplement par le texte. Moi, les algues, il m'appelait des fois à des horaires improbables dans la nuit, et il était en crise d'inspiration. Des fois, ça a duré des semaines sur une case. Il n'arrivait pas à trouver de solution. C'était terrible. C'était vraiment... Moi, j'ai l'impression que ça s'est mieux passé cette fois-ci, hein. Ouais. Et là, il y a eu des solutions assez fortes qui ont été trouvées de forme de métaphore visuelle, par exemple, pour montrer à quel point, parce qu'on a quand même réduit de 90%, plus de 90% la population agricole, ces mouvements en fait, de masse d'exode rural, il y a des solutions fortes visuelles pour incarner un peu ces faits qui pourraient rester des concepts sans dessin. On évoque les algues vertes depuis tout à l'heure en filigrane. Quand vous revivez cette aventure maintenant avec le recul, cette première parution dans la revue dessinée, le livre, le succès, je crois que vous en êtes aujourd'hui 200 000, 300 000. Oula, 190 000. 190 000. Alors, je vous souhaite bientôt passer les 200 puis les 300. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Comment vous revivez toute cette période-là ? Qu'est-ce qu'il en reste finalement pour vous ? Le plaisir qu'un livre trouve son public, mais de manière spontanée, de manière naturelle. C'était absolument pas prévu. Tout le monde a été surpris.
Mais le livre a cristallisé quelque chose le lectorat a suivi. C'est toujours agréable d'avoir des lecteurs quand on sort un livre. Moi, c'est vrai que ça m'a donné envie de continuer à être journaliste, en fait, parce que c'est un métier très difficile, j'imagine, comme dessinateur de BD. Mais d'ailleurs, Pierre et moi, on était un peu dans la même situation. On était très précaires. Moi, je pensais régulièrement, je me disais, je vais devenir agricultrice, je vais élever des chèvres, je vais faire du fromage. Enfin, je trouvais pas beaucoup de sens parce que j'avais l'impression que je faisais des enquêtes qui montraient des choses terribles qui se passaient dans notre monde et que j'avais jamais de retour. Et qu'enfin, un livre trouve son public et une utilité, en fait, réellement, qu'il serve à plein de gens, notamment dans le système scolaire, mais aussi au sein de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour des comptes, dans les palais de justice. Qu'il soit un outil à ce point-là, c'est vraiment très satisfaisant. Et puis en plus, qu'il permette de vivre à tout un réseau de petites librairies, d'associations. Il y avait quelque chose de un peu vertueux. Vous faites de la BD militante ? Je dirais pas ça. Ni me dit BD engagée. Pour plaisanter, je mets BD critique ou quelque chose comme ça, mais ça c'est plutôt une blague. BD d'enquête, c'est déjà pas mal, mais oui. c'est... Clairement, Pierre, il fait de la propagande marxiste à travers ses BD. Ouais, c'est lui qui a ajouté une image de Karl Marx à la fin. Ouais. Juste rapidement, parce que le temps file, mais votre parcours à tous les deux est assez classique. J'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, vraiment sur le tard. Et Inès, Fémis... Moi, j'ai fait des études de cinéma, mais je suis une journaliste autodidacte. Ce qui m'amène d'ailleurs à une question annexe, mais dans le film Les Algues Vertes, adapté du livre, votre personnage est mis en scène, oui. Ce qui n'est pas le cas dans le livre. J'ai mis du temps à accepter, il a fallu un an de propositions différentes de cinéastes qui avaient tous besoin d'incarner de construire un personnage de journaliste. Au bout d'un an, je me suis dit pourquoi pas, mais c'est vrai que je pense que je réalisais pas et que je me souviens d'une projection où il y avait Céline Salette, l'actrice, et moi, où on était invités à une projection de travail et toutes les deux, on était à notre façon traumatisés par le film et on se disait, aucune de nous deux ne peut voir ce film parce que Céline, elle disait, moi, c'est moi, je peux pas voir ma gueule et toi, c'est ta vie, tu peux pas regarder ce film. Et après, on n'est plus retourné le voir. Vous avez déjà, c'est la question bête et classique, mais l'envie et l'idée du prochain ? Tu m'en as un petit peu parlé, de manière subliminale, mais pour l'instant, il y a... Je t'ai dit quoi ? Des trucs dont tu m'as parlé de Karl Marx, justement. Et du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. C'est vrai qu'avec cette citation de fin que Pierre a exhumée, cette citation de Karl Marx sur l'agriculture en 1867, qui dit comment l'agriculture industrielle est en train de ruiner la fertilité des sols, j'ai découvert tout un pan de l'agronomie au XIXe siècle qui m'a intéressée. Je me suis dit, tiens, si on allait encore plus loin dans l'histoire de l'agriculture. Donc on resterait quand même sur cette thématique agricole. Mais c'est qu'une piste. C'est qu'une piste parmi d'autres. Bon, en tout cas, je le redis, Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement. C'est pas facile à dire, l'histoire enfouie du remembrement. Coédition Delcourt, revue dessinée, qui est sortie il y a quelques jours. Et vraiment, j'encourage tout le monde à le lire. Pourquoi pas relire l'histoire des algues vertes aussi. Et avoir le film. Voilà, comme ça, le programme est bien complet. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Wow. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. La première BD que vous avez lue ? Je crois que c'était chez des amis de mes parents qui avaient à l'étage des combles avec des rayonnages de bibliothèque avec une histoire sibylline. Une série ? Ça dit quelque chose ? Oui. Ouais, c'est ça. Et moi, je me souviens très très bien, c'était vol 714 pour Sydney, au camping. Et j'avais 5 ans et demi, 6 ans. Et c'était incroyable. Quelle est selon vous la meilleure BD de tous les temps ? C'est mon très très personnel. Moi, pour moi, la meilleure BD de tous les temps, c'est Je ne t'ai jamais aimé de Chester Brown. Et moi, celle qui me vient là maintenant en tête, c'est Trop n'est pas assez, une BD d'une Autrichienne qui s'appelle Uli Lust. Une BD autobiographique qui devient une enquête sur la mafia sicilienne, qui est une BD totalement punk. Quelle est selon vous la plus belle couverture de BD ? Moi, je dirais toutes les couvertures que Crumb a fait pour ses multiples magazines et revues. Peut-être l'album suivant d'Uli Lust, qui s'appelle Alors que j'étais quelqu'un de bien. La plus belle case de bande dessinée ? C'est encore trop difficile. Une case, ça veut pas dire grand-chose. Je dirais une planche à ce moment-là. Peut-être une planche qui m'a marqué, qu'on peut trouver dans le Jimmy Corrigan de Chris Ware. Très très difficile à expliquer, mais il y a une lanterne magique qui projette sur un mur des scènes d'incendie un peu macabres, et le lecteur, enfin le narrateur imagine
Il projette le faisceau lumineux de cette lanterne magique directement dans le ciel, et le faisceau part à l'infini comme ça, et dans sa course va percuter un petit morceau de feuille, une petite cheminée, une montgolfière ou un ballon dirigeable, ou le corps d'un homme qui tombe. Et ça donne lieu à une sorte de réflexion sur l'espace et le temps et la lumière. Enfin, c'est très beau. J'ai envie de proposer la double page de Pierre dans l'album des algues vertes sur le lobby breton, avec justement des personnages en apesanteur, des VRP du lobby breton qui vont d'organes de lobby en lobby. Quel est votre personnage de BD préféré? Josako. Bien joué. Enfin, un personnage ou un auteur? Bien rattrapé, les deux, parce qu'il se met en scène d'une certaine manière. C'est pas pareil. Quel est votre personnage de BD détesté? Là, c'est pareil, c'est des sensations enfantines, mais même enfant, j'ai jamais aimé les gros nez franco-belges. Donc je dirais Achille Talon, Gaston Lagaffe, tout ça, j'aimais pas du tout. Je sais que c'est pas bien de dire ça, mais, on peut tout dire. Mais je le dis quand même. Gérard Depardieu dans Mathieu Sapin. Bien rattrapé également, bien joué. Votre super-héros préféré? Daredevil, parce qu'il fait le mieux en comics. Je suis vraiment dans les BD réalistes. C'est très réaliste, Daredevil. Votre super-héros détesté? Iron Man, trop de technologie. Vous dessinez et écrivez dans le calme ou en musique? Les deux, ça dépend des moments. Mais je dirais plutôt en musique, surtout vers 4h du matin. Le silence galactique de la nuit blanche est difficile à surmonter sans musique. Faut pas appeler Pierre avant 13h. Hein. Je suis plutôt de la nuit, oui. Moi, j'aime beaucoup travailler dans le brouhaha. Je me concentre facilement avec beaucoup de bruit, même s'il y a plein de gens chez moi, la radio à fond. Couleur ou noir et blanc? Le dessin, naturellement, en bande dessinée, commence par le noir et blanc. Mais moi, j'aime bien la couleur. Je trouve que ça enrichit quand même pas mal. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le noir et blanc, des puristes. Moi, j'aime bien la couleur aussi. Pour moi, c'est toujours un drame quand nos BD sont colorisés. Moi, je les préfère vraiment dans la version crayonnée. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de storyboardé, je trouve qu'il y a beaucoup plus de subtilité. Et pour terminer, est-ce qu'une autrice ou un auteur de bande dessinée que vous nous conseilleriez qu'on ne connaîtrait pas forcément? C'est dur, ça aussi. Bon, les spécialistes le connaîtront peut-être, mais il y a un dessinateur finlandais que j'aime bien, qui s'appelle Marco Turunen, et qui a un trait que j'adore, très aigu, et qui fait des histoires peu possibles. Bon, je pourrais dire Marco Turunen, chez Frémok, il est édité chez Frémok. Moi, bien sûr, je recommande Uli Lust, elle n'est pas très connue, mais aussi Damien Roudot, qui est un auteur français. Uli Lust nous aura accompagnés pendant tout ce questionnaire. Merci beaucoup Inès Léraud, Pierre Vanhove d'avoir joué le jeu, et donc j'encourage tous ceux qui nous écoutent à découvrir ce champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement. J'ai réussi à le dire sans bafouiller, et c'est publié chez Delcourt et la revue Dessinée. Merci à tous les deux. Merci. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.